Ça, ça a été fait au nom de 2 ONG, donc Action de Carême et EPER. Nous sommes des ONG de coopération internationale et nous avons de nombreux projets d'aide au développement dans les pays dits du Sud, mais aussi on a en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et l'EPER agit aussi en Europe de l'Est. Soutenir les populations défavorisées est essentiel, mais nous sommes convaincus qu'il faut aussi passer par un changement de comportement dans nos pays riches avec nos modes de vie occidentaux. Et c'est pourquoi nous menons chaque année une campagne de sensibilisation à l'intention du public suisse. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous, car nous avons un peu... l'affiche qui est derrière moi, c'est l'affiche de la campagne. Une petite minute. Je partage. Voilà, donc nos deux ONG pour cette campagne œcuménique qui a lieu chaque année. Ça ne marche pas, évidemment. Quand nous avons fait les tests, ça fonctionnait. Là, vous voyez quoi? Ah non, c'est tout bon, ça marche. OK, merci beaucoup. Donc, voici pourquoi aussi nous considérons qu'il faut changer nos modes de vie, car nous surconsommons, nous avons des modes de vie délétères pour la planète et notamment pour, nous le verrons, certaines populations plus défavorisées. Nous avons chaque année une thématique et depuis l'année passée et pour encore 3 ans, nous nous focalisons sur la justice climatique. La justice climatique, je considère qu'elle est très voyante à travers un simple graphique. À partir du moment où on considère que les émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du réchauffement climatique ont été émises ces 30 dernières années en grande majorité par les 10% les plus riches, dont nous faisons partie, nous voyons qu'il y a une inégalité dans les responsables du réchauffement climatique. Cette justice climatique, elle est en fait attribuée à une injustice climatique, puisqu'en fait, les impacts les plus importants se font ressentir dans les pays du Sud dans lesquels nous intervenons, combien même ils y ont le moins contribué, et ils y ont le moins contribué, ils ont des impacts les plus importants, et ils sont les plus vulnérables, ils sont les moins aptes à s'adapter au niveau financier et au niveau technique. Donc, c'est pour ça que nous avons cette thématique qui est au cœur de nos campagnes pendant 4 ans. Donc, nous exigeons simplement une justice climatique, c'est-à-dire que nous exigeons que chaque personne, politique et entreprise assume la responsabilité du climat et participe de manière responsable à la solution commune du problème climatique mondial selon les possibilités et les moyens respectifs. Cela signifie évidemment selon nos moyens financiers, mais aussi selon notre degré de responsabilité. Le réchauffement climatique est dû aux émissions de gaz à effet de serre, nous le savons. Or, 70% de ceux-ci et 78% en Suisse proviennent de la combustion d'énergie fossile, le pétrole, le gaz naturel, le gaz fossile et le charbon. C'est pourquoi nous, cette année, en plus de la justice climatique, on se concentre beaucoup sur une transition vers les énergies renouvelables. Il faut que ça se fasse évidemment dans des projets qui ne violent pas le droit des populations. Et puis aussi passer d'une énergie fossile à une énergie dite verte ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une réduction de la demande de l'énergie. Nous devons avoir un changement de comportement. La justice climatique exige également que nous apportions un soutien aux pays les plus vulnérables, un soutien donc financier et technologique,
Et nous considérons qu'ils ont aussi droit à l'accès à l'énergie, car celle-ci est un facteur important de la réduction de la pauvreté. Donc, voici les messages de la campagne. Nous exigeons voilà, tout simplement d'obtenir la neutralité, le net zéro d'ici 2040 et de manière linéaire. Ce n'est pas qu'en 2039, tout d'un coup, il faut qu'on réduise drastiquement. Et ça se fait justement avec ce que j'ai dit, la réduction des besoins, des énergies propres, mais aussi très important, un soutien dans les pays du Sud. Nous avons donc chaque année des campagnes de sensibilisation pour tenter de changer les comportements, pour aussi simplement informer de la situation, de certaines thématiques, comme nous le faisons ce soir. Nous organisons de différents événements et nous avons chaque année aussi une action politique. Cette année, nous invitons tout un chacun, toute un chacune à envoyer une carte postale à Madame Sommaruga. Donc, elle est à la tête du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Vous pouvez les commander. Voilà. Vous pouvez les commander sur notre site justiceclimatique.ch. Donc, le site viendra sur le chat. Mais vous pouvez aussi tout simplement signer une pétition en ligne. Donc, tout ceci toutes ces cartes vont lui être données d'un coup à la fin de la campagne. Donc voilà, ça c'était pour présenter aussi le cadre dans lequel se situe cette conférence. Je vais maintenant parler un peu très brièvement de la conférence de ce soir. Vous êtes invités à cette conférence pour mieux comprendre les enjeux de la justice climatique pour la Suisse et pour le monde. C'est pourquoi nous avons proposé ces différentes thématiques. Il y a tout d'abord un peu la situation actuelle, où on en est par rapport à la trajectoire du climat, ainsi que la nécessité justement de réduire notre consommation d'énergie. Nous allons aussi avoir la chance d'avoir quelqu'un qui va nous présenter comment vivre tout en vivant à l'intérieur des limites planétaires. Donc, je reviendrai très vite après dessus. Ensuite, la thématique, elle va aller plus dans le sud avec un témoignage d'une personne qui a grandi et qui est au Sénégal et qui vit au Sénégal et qui est en fait qui coordonne des projets dans des populations défavorisées en lien avec comment s'adapter à ce réchauffement climatique. Et puis enfin, on va parler de la mobilisation de la société civile suisse pour la justice climatique. Quel est le rôle, quel est notre rôle au nord comme au sud. Donc, pour ce faire, nous avons 3 intervenantes de qualité. Nous avons tout d'abord Julia Steinberger, qui est chercheuse en économie écologique. Elle est spécialiste des enjeux sociétaux et notamment liés aux impacts du dérèglement climatique. Elle est auteure du 3e rapport du GIEC qui va sortir bientôt. Et puis, justement, elle parle beaucoup de comment vivre à l'intérieur des limites planétaires. Il y a également Yvonne Winteler, coprésidente de l'Alliance climatique, qu'elle va présenter plus tard. Elle provient de l'association Climat Genève. Elle est engagée pour la cause climatique depuis 2014. Et puis, bravo aussi à elle parce que tout son travail est bénévole. Il faut savoir aussi que tous les membres du GIEC font leur travail de manière bénévole. Donc, c'est vraiment un engagement important de la part de ces 2 intervenantes. Mais également, Chérif Cissé, qui arrive du Sénégal, qui est un partenaire de l'EPER. Il est ingénieur des eaux et forêts, expert en gestion durable des ressources naturelles au Sénégal. Et voilà, il vient témoigner des impacts du réchauffement climatique et il est coordinateur d'un très beau projet qu'il va vous présenter dans le delta du Saloum au Sénégal. Voilà, j'espère que le contexte a été assez clair. Je peux maintenant laisser la parole à Sophia. Ah, j'ai oublié, très important, de remercier. Ah non, donc j'ai remercié Sophia et Elodie, les co-organisatrices, et je leur laisse la parole pour la suite de la conférence. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Natacha pour cette belle introduction. Donc on va passer la parole à Julia Steinberger pour qu'elle nous parle un petit peu des enjeux de la justice climatique selon sa perspective. Je tiens aussi... Pardon Julia, je voulais juste encore dire que si vous avez des questions à poser tout au long des présentations, vous pouvez les noter dans le chat qui sera également enregistré et on y reviendra à la fin, voilà, pour y répondre. Voilà, merci Julia.
Merci. Alors justement, je viens de voir que le chat n'est pas permis. Et j'ai perdu mes droits de partager mon écran. Ça devrait être bon. Ok, super. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais vous parler pendant environ un petit quart d'heure de plusieurs aspects autour de la justice climatique. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu de mon projet de recherche Living Well Within Planetary Limits que j'avais commencé à l'Université de Leeds et que je continue à l'Université de Lausanne. Alors, je vais juste d'abord parler un petit peu du réchauffement climatique et de certains de ces aspects. Donc, l'accord de Paris vise un réchauffement, c'est-à-dire le réchauffement. D'abord, il faut comprendre que ces degrés de réchauffement, c'est comparé à l'ère pré-industrielle, donc avant qu'on commence à brûler beaucoup de charbon au Royaume-Uni. Et donc, on vise un réchauffement à l'intérieur de ce siècle inférieur à 2 degrés, réduit à 1,5 si possible. Mais une des questions qui s'est posée, c'est 2 degrés ne serait-ce déjà pas trop? Et du coup, les scientifiques ont publié ce rapport du GIEC sur les 1,5 degrés qui compare justement 2 degrés et 1,5 degrés d'impact. Alors, on peut se dire que 1,5 et 2 degrés, c'est juste un demi-degré, c'est à peine perceptible, mais en fait, ça fait une différence énorme dans les impacts. Donc là, je vais juste vous montrer 3 catégories d'impact. Les chaleurs mortelles qui toucheraient une fois tous les 5 ans combien de la population mondiale? À 1,5 degré, c'est 14% de la population mondiale, ce qui est déjà beaucoup, mais à 2 degrés, ce serait 37% de la population mondiale. Et puis merci, le chat est activé, donc si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, laissez-les. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose de plus de 2 fois pire. L'article, donc ça c'est l'article libre de glace des mers en été, ça se passerait une fois tous les 100 ans à 1,5 degré, une fois tous les 10 ans à 2 degrés, 10 fois pire. Donc on voit vraiment qu'on est sur une espèce de trajectoire exponentielle, c'est-à-dire que les impacts deviennent de pire en pire en pire en pire quand la chaleur augmente. Les récifs de corail en disparition, ce serait 70 à 90% des coraux des mers chaudes à 1,5 degré et en gros, c'est la disparition totale à 2 degrés. Donc, ça fait une très, très grande différence. Et le fait est que nous nous dirigeons actuellement plutôt vers une trajectoire qui serait de l'ordre des 3 degrés, un peu moins ou un peu plus selon si on est optimiste ou pessimiste sur les engagements des États, mais on est très très loin de la trajectoire des 1,5 ou même des 2 degrés. Donc les engagements des États nous amèneraient, s'ils sont complètement réalisés, vers 2,7 degrés et en fait ces engagements ne sont jamais parfaitement réalisés. Donc, on est vraiment très, très loin de là où on devrait être pour les 2 degrés et même pas les 1,5 degrés. Alors, ça veut dire quelque chose de très, très dangereux. Ça veut dire que nous sommes sortis de la trajectoire de température de l'Holocène. Donc, c'est-à-dire que l'Holocène, c'était la période dans l'histoire de l'espèce humaine où nous avons plus ou moins tout fait. Nous avons développé l'agriculture, qui est quelque chose de très important. Nous avons développé les villes, l'écriture. Et l'Holocène, c'était 12 000 ans, les 12 000 dernières années, depuis la dernière ère glaciaire, d'une température très, très stable, où la température de la planète n'a varié que d'1 degré, en fait. Et c'est montré par la zone rose sur ce graphique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est nettement sorti de l'Holocène. Nous sommes actuellement déjà à 1,1, 1,2 degrés de réchauffement. Nous allons atteindre les 1,5 à l'intérieur de cette décennie, c'est-à-dire autour de 2030, si nous n'agissons pas très, très rapidement et très radicalement. Donc, nous sommes vraiment dans une lancée vers un climat et des températures que que la planète n'a pas vu depuis des milliers d'années et que nous, en tant qu'espèce, n'avons jamais vu, en fait. Donc, c'est vraiment une situation extrêmement dangereuse. Et un des problèmes, donc je ne vais pas m'étendre sur ces graphiques un peu techniques, mais ce graphique, en fait, ce qu'il montre, c'est que maintenant ExxonMobil, avait absolument compris le fait que brûler leurs produits
allait accumuler du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ça, c'est la courbe du côté gauche avec l'axe vertical en atmospheric carbon dioxide en ppm, et que ceci augmenterait la température de la planète. Ça, c'est ce qui est montré sur l'axe vertical du côté droite. Et on voit que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà compris. Ce graphique a été publié dans un rapport interne en 1982. Donc, on voit qu'eux comprenaient absolument parfaitement que le réchauffement climatique était en cours, que c'était réel, et ils ont même prédit notre trajectoire actuelle de façon assez claire. Mais ils ont vraiment versé des millions et des millions dans le déni climatique, dans la désinformation, et se sont bien gardés d'informer nos gouvernements et leurs stakeholders. Donc, nous sommes dans notre présent et l'avenir qui a été créé par ces industries. Et ça veut dire que les questions très, très sérieuses se posent autour de nos systèmes économiques et de gouvernance. Alors, je voulais parler un petit peu des inégalités et de l'injustice climatique. Donc, ce qu'on peut voir ici, vous en avez déjà parlé dans la présentation précédente, je vais juste me focaliser sur le cercle qui montre, le cercle extérieur montre les parts de population. Donc, là, en rouge pâle, on voit que le 1% de la population émet 15% des émissions de gaz à effet de serre par année, et que le 10%, c'est-à-dire le orange plus le rouge, émet près de la moitié des émissions. Le 50% le plus pauvre de la population est en vert et émet seulement 7% des émissions, c'est moins de la moitié des 15 de ce qu'émet le 1% les plus riches. Donc, on voit vraiment une très, très, très grande différence entre les niveaux de revenus et les émissions. On a une responsabilité historique qui montre aussi une inégalité géographique, où on a certaines régions du monde qui ont une beaucoup plus grande responsabilité historique, y compris les États-Unis et la Chine, mais aussi l'Europe et les pays du Nord. Et on voit que c'est les pays qui sont les plus responsables historiquement, par exemple, ne sont pas les plus touchés par les impacts. Alors ça, c'est un graphique qui montre les journées qui seront trop chaudes pour être survivables si on va là vers les 4 degrés. Donc, ce sera un réchauffement vraiment très extrême, mais le graphique des 3 degrés n'est pas très, très, très différent. Donc, on voit qu'il y a des zones entières de la planète qui deviennent plus ou moins inhabitables, et ce sont des zones de la planète où beaucoup de personnes existent et vivent actuellement. On est en train de parler en fait de rendre les tropiques presque inhabitables dans leur entièreté. Et ça, c'est à l'intérieur de ce siècle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez dramatique. Et on voit vraiment cette injustice se propager. Alors, je vais juste vous montrer ça, c'est un résultat de mon équipe qu'on a publié en 2020. Et c'est un graphique un petit peu compliqué, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié l'usage de l'énergie. Donc, beaucoup des gaz à effet de serre, des émissions qui causent le climat, proviennent de produits qui consomment de l'énergie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié la consommation énergétique de par le monde, par pays et par classe de revenus. Et ce que montre ce graphique, c'est que les catégories de consommation qui sont dépensées, où chaque dollar dépensé dans l'économie a plus d'énergie. Oui, allez, alors je vois qu'il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Les questions, on peut les mettre dans le chat ou y revenir à la fin de la présentation. Ok, d'accord. Ok, on fait comme ça, super. Alors, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est les catégories de consommation qui ont le plus d'énergie par dollar dépensé, donc qui sont le plus intenses en énergie, et qui sont aussi consommées de façon disproportionnelle par les ménages les plus riches, sont toutes des catégories de transport. Donc, et les catégories qui sont les plus intenses en énergie, qui sont consommées par les ménages les plus pauvres, sont la chaleur et l'électricité dans le bâtiment. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit vraiment une grande dichotomie entre le transport surconsommé par les plus riches, comme en Suisse, par exemple, la Suisse a le pire parc automobile d'Europe en termes de kilogrammes de CO2 par kilogramme de CO2 par kilomètre parcouru, et l'habitat qui est quelque chose où ce sont les ménages pauvres qui
dépensent beaucoup plus de leur argent dans ce domaine. Et donc là, ce qu'il faudrait, c'est réfléchir, par exemple, à des taxes et des réglementations, parce que ça, c'est un problème qu'on n'a pas du tout réglé avec la croissance, et si possible, investir ces taxes dans l'efficacité énergétique et l'énergie décarbonisée pour permettre aux personnes les plus pauvres de vivre décemment sans émettre beaucoup de CO2. Donc là, il y a vraiment une grande réflexion à faire. En fait, on a aussi modélisé un monde plus égal. Et ce qu'on a fait dans ce modèle, c'est qu'on a vu qu'un monde plus égal, en fait, serait plus facile à décarboniser, justement parce que plus d'énergie serait consommée par le secteur du bâtiment, ici en orange, que dans un monde plus inégal où le profil ressemble plus à celui du méga consommateur, où toute l'énergie est consommée par des gens qui sont disproportionnellement riches, en gros, et il y a beaucoup plus dans le transport qui a la catégorie rose. Le secteur du bâtiment est beaucoup plus facile à décarboniser que le secteur du transport. Donc, un monde plus égal serait plus facile à décarboniser. Nous avons aussi essayé de modéliser un avenir différent. Alors, on a fait un modèle basé sur le cadre Decent Living Energy, qui est développé par le professeur Narasimha Rao à Yale. Alors, on a fait un modèle où on a essayé de modéliser des services énergétiques suffisants pour tout et tous. Pour toutes et tous. Donc, on a assez de nourriture, on a une surface, ce n'est pas une surface très grande, mais c'est une surface qui est chauffée ou refroidie à 20 degrés toute l'année en permanence, donc personne n'a ni trop chaud ni trop froid. On a de l'eau propre et de l'eau chauffée, communication, tout le monde a un téléphone mobile et un ordinateur par ménage, on a beaucoup de Wi-Fi, tout le monde a Internet. Mobilité, c'est 5 000 à 15 000 km par année, c'est pas rien. On a modélisé la santé et l'éducation, donc les bâtiments, des hôpitaux, des écoles, et l'énergie grise pour tous les équipements, infrastructures, etc. Et donc ça, c'est un petit peu à quoi ressemble notre modèle, c'est-à-dire qu'on a les besoins humains qui sont connectés avec des différents types de consommation publique, privée, de l'infrastructure. Et ce qu'on a trouvé, c'est que si on utilise des technologies très, très efficaces, mais qui existent, une énergie suffisante aux besoins de tous en 2050 utiliserait 40% de notre consommation actuelle, malgré la croissance démographique. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique, on voit l'énergie finale en exajoule, une très grande unité, qui augmente dans le temps. Ça, c'est la courbe noire. Et le scénario de référence de l'Agence internationale de l'énergie montre une continuation de cette croissance. Si on va vers les 2 degrés, ça c'est leur courbe orange, on voit une stabilisation de la consommation énergétique et une toute petite décroissance si on va en dessous des 2 degrés. Mais notre modèle à nous, qui est le modèle DLE, Decent Living Energy, va beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est possible de subvenir aux besoins de tous avec des technologies existantes à un niveau de consommation énergétique beaucoup plus bas, qui serait tout à fait atteignable en déployant des énergies renouvelables et qui permettrait, qui est justement beaucoup plus compatible aussi avec le zéro carbone d'ici 2050. Donc, question, est-ce que vivre bien à l'intérieur des limites planétaires est possible? La réponse est oui, mais seulement grâce à une transformation complète axée sur la suffisance, l'équité et une efficacité maximale. Donc, c'est un avenir plutôt high-tech que low-tech, on va dire ça. Et je pense que j'ai fini mon temps. Je voulais juste vous montrer ce résultat parce qu'on a estimé les facteurs socio-économiques qui permettent de vivre mieux avec moins. Et donc, on les a vraiment testés, c'est-à-dire qu'on les a mesurés au niveau international et on a retrouvé des facteurs qui étaient positifs en vert et négatifs en rouge. Et je vais juste vous montrer de quoi il s'agit. Alors, on a par exemple la qualité des services publics, l'accès à la santé, transport, infrastructure, accès à l'électricité, accès aux énergies propres, population urbaine, l'égalité des revenus très importante ou la qualité démocratique sont tous des facteurs verts, c'est-à-dire des facteurs bénéfiques, alors que l'extractivisme, qui est la dépendance d'une économie sur l'extraction naturelle, et même la croissance économique, sont des facteurs qu'on mesure comme étant négatifs. Il faut comprendre que cette croissance économique, c'est un résultat qui est seulement valide au-dessus d'un revenu modeste. Mais c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter?
Et puis, notre réponse dans notre projet, ce que nous avons trouvé, c'est que les obstacles sont vraiment des systèmes économiques et politiques qui sont basés sur la croissance et le profit à tout prix, et qui mènent à cette surproduction et cette surconsommation des personnes avec les revenus les plus hauts. Et je crois que je vais laisser là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Julia, pour cette présentation. Maintenant, j'aimerais juste ramener une question qui a été posée sur le chat. Ça concerne la consommation de viande dans les pays riches. Comment elle se situe au niveau de la modélisation des catégories de consommation? Oui, alors ça, c'est une chose que j'aurais dû dire, et vous avez tout à fait raison de le relever, c'est que notre modèle ne s'occupait que de l'énergie et du CO2, en gros. Donc, la consommation de la viande est très délétère pour l'environnement pour beaucoup de raisons. Au niveau du climat, c'est à cause de l'utilisation des sols. Donc, c'est-à-dire que c'est très inefficace de manger de la viande alors qu'on pourrait manger ce que mangent les animaux. Il faut comprendre que la moitié des calories et des denrées qui que l'homme pourrait manger, qui seraient de la nourriture potentiellement humaine, vont aux animaux et au bétail de par le monde à cause de l'agriculture industrielle. Et donc, l'agriculture, donc les animaux, l'élevage utilise beaucoup de sol, et cet usage du sol est un facteur aggravant du réchauffement climatique. Les animaux émettent aussi beaucoup de méthane, et l'agriculture qui sert à ces animaux émet aussi beaucoup de NOx, de produits d'azote, en fait, qui sont aussi des gaz à effet de serre très puissants. Donc, et ça va être quelque chose, ça je peux vous le dire pour le rapport du GIEC qui va sortir lundi. Ce n'est pas du tout un secret. Il n'y a pas de moyen de rester en dessous des 1,5 degrés ou en dessous des 2 degrés sans que la population mondiale se tourne vers un régime alimentaire basé sur les plantes. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a zéro viande et zéro produit laitier, etc., mais beaucoup, beaucoup moins qu'on en consomme actuellement. Et ça, c'est quelque chose, tout le monde le sait, c'est complètement établi dans la littérature scientifique. C'est aussi un régime alimentaire qui est meilleur pour la santé humaine si on le fait d'une bonne façon. Mais c'est une transformation majeure dans le système d'alimentation et de production agricole. C'est clair. Alors, merci beaucoup. Je vois que Anne-Marie a toujours la main levée. Est-ce que vous avez une question que vous aimeriez poser encore? Ou est-ce qu'elle a été répondue durant la présentation? Alors, il faut que vous rallumiez votre son parce qu'on ne vous entend pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, est-ce que vous avez toujours une question? Non, alors moi, j'ai plus de questions. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis maintenant, j'aimerais beaucoup laisser la place à Chérif, qui nous vient du Sénégal et qui va présenter son travail dans le delta du Saloum, dans la région de Fatick au Sénégal. C'est bon? Ça marche? Oui, ça va. Tu veux partager ton... tu partages pas. Partage pas. Alors, va sur Zoom. La partager. Oui, je me présente d'abord. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, merci Elodie. Je vais vous présenter un peu les résultats de nos activités dans le cadre de la collaboration avec l'ONG EPER au niveau du Sénégal, donc dans la région de Fatick, dans le delta du Saloum. Donc, dans cette zone, nous avons mis en œuvre un projet qui s'appelle Vivre mieux de la mangrove dans le delta du Saloum. Et ce projet, c'est le fruit de la collaboration avec ex-EPER. Voilà, ça marche. Voilà, donc, mon nom c'est Chérif Cissé, je suis sénégalais d'origine, ingénieur des eaux et forêts, spécialisé en environnement et gestion des ressources naturelles.
mais également président de l'Association pour la promotion des initiatives locales. Oh, ça ne marche pas? Un instant, hein, parce que ça ne marche pas pour les autres. Vous voyez bien l'écran? Allô? Oui. Ça ne marche pas pour toi. Natacha? Ça fonctionne, mais ce n'est pas en plein écran. Mais c'est bon, hein, on peut voir. Ça va très bien, continue. Voilà, excusez-nous, on avait un petit souci technique. Donc, je me suis présenté tout à l'heure. Voilà, donc, je voulais juste terminer la présentation que depuis 1993, j'étais engagé aux côtés de la communauté pour essayer de les accompagner dans la mise en œuvre d'actions visant à lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Ceux qui connaissent le Sénégal est un pays situé en Afrique de l'Ouest, avec environ 16 millions d'habitants. Et donc, 80% de la population vit de l'agriculture avec beaucoup de zones salées, donc on appelle les TAN au Sénégal actuellement, surtout dans la zone où intervient mon projet, avec 364 000 hectares de mangroves. Donc cet écosystème assez fragile, donc qui vit dans des zones marécageuses. Donc, mais cette mangrove aujourd'hui est largement menacée du fait de des effets néfastes des changements climatiques qu'on verra un peu plus tard. Également, au Sénégal, nous avons 80% de la population qui vit dans les zones côtières avec un indice qui nous place à la 168e place sur 190, selon un indice de développement humain. Les études ont montré qu'au Sénégal, les émissions de gaz à effet de serre annuel par personne sont de 0,62 tonnes équivalent CO2 contre 4 tonnes équivalent CO2 en Suisse. Alors, donc, le Sénégal est dans cette zone, les impacts du réchauffement climatique sont visibles et marqués par la disparition progressive des forêts, l'augmentation des températures, la baisse des rendements agricoles, des produits de pêche, des produits de récolte et de cueillette, la rareté des pluies, l'érosion des côtes, mais également l'inadaptabilité des semences. Et par rapport à l'érosion des côtes, comme vous voyez sur les deux images, l'image de la gauche
montrant un village, donc on disait la pointe de Sangomar. Il y a quelques années, les deux pointes ici, là, se faisaient une seule bande, mais aujourd'hui, cette bande est complètement coupée du fait des érosions et à droite, le village qui se trouve en haut, Guifer, est menacé de disparition sous peu. De même que les deux villages qui se trouvent en bas, Dionoir et Nyojor. Donc, mon association intervient particulièrement dans la région de Fatick, où est localisé le delta du Saloum. Cette région est marquée et caractérisée par une forte dépendance de l'agriculture. 98% de la population vit de l'agriculture, tandis que 4,2% vit de la pêche. Donc, quand vous voyez l'image à gauche, on voit bien que c'est une zone assez inondée où il y a beaucoup de mangroves. Donc, tout ce qui est en vert, c'est l'écosystème mangrove. Cet écosystème qui est composé de différentes espèces animales et espèces végétales, notamment les deux principales espèces qui sont le Rhizophora avec des racines aériennes à droite et l'Avicennia avec des pneumatophores à gauche. Donc, l'Avicennia, avec ses racines aériennes, on voit bien sur ses racines que la présence d'huîtres, tout ce qui est blanc, c'est des huîtres. Ce qui veut dire que dans cette zone, la population qui vit essentiellement de ces produits de pêche, donc les huîtres, le poisson, les crevettes, les coques, qu'on appelle les haches, essentiellement exploitées dans ces zones par la population. Mais aujourd'hui, dans cette zone, l'écosystème qui joue ce rôle d'abord de protecteur des zones où les populations en exploitent pour la commercialisation, mais pour la consommation. Cet écosystème mangrove est menacé aujourd'hui du fait des effets de changement climatique. On assiste, on voit souvent, et on constate une salinisation progressive au niveau de ces écosystèmes, dû au fait de l'avancée de la mer, mais également de l'installation des unités d'exploitation de sel en amont. Il y a également l'exploitation anarchique des produits de la mangrove. Il y avait une pratique aussi qui se faisait, que l'exploitation des huîtres se faisait par la coupe des racines, ce qui dégrade un peu l'écosystème. Il y a également que c'est une zone très touristique où nous assistons à l'installation d'infrastructures, dans les routes, les ports. Aujourd'hui, un port, l'un des plus grands ports d'Afrique de l'Ouest est en construction dans cette zone. Mais également, c'est dans cette zone que le pétrole est découvert et la plateforme est déjà en place pour l'exploitation. Toutes ces actions contribuent à la dégradation des ressources, mais également à l'augmentation de la vulnérabilité des populations qui en dépendent. C'est dans ce contexte que APIL, l'association dont je suis le président, a mis en œuvre avec son partenaire EPR, qui est une ONG suisse, un projet qu'on a appelé projet Vivre mieux de la mangrove dans le delta du Saloum. APIL, c'est une association qui a été créée par les employés d'une ONG vers les années 2006. En 2006, APIL a été créé. Les employés d'une ONG belge dans la zone, pour la mise en œuvre d'un projet, ont jugé nécessaire que encadrer, accompagner les populations 3 ans, c'est insignifiant. Il faudrait que l'on puisse s'unir, mettre en place une association pour pouvoir continuer les actions et aider, accompagner la population dans la mise en œuvre de ces actions. Et on s'est fixé comme vision un monde rural autonome, sain et équilibré où chacun vit dignement de son travail et pour mission promouvoir un développement local autonome et durable. C'est dans ce contexte également. Donc, nous avons mis en place ce projet avec un objectif global, contribuer à la préservation et la valorisation des forêts de terroirs de mangroves, mais également renforcer
les moyens de subsistance des populations. Alors, pour la consolidation et la mise en œuvre de ces projets, nous avons entamé plusieurs actions, notamment dans l'éducation au développement durable, les foyers améliorés. Donc là, on voit bien l'éducation au développement durable, l'intégration des modules de formation dans les écoles, la mise en place ou l'intégration des foyers améliorés visant à économiser le bois énergie, également des actions de reboisement au niveau de ces zones assez dégradées. Dans le cadre de la valorisation des revenus, l'augmentation des revenus, nous avons introduit des méthodes durables de gestion, notamment la mise en place de parcs ostro-écoles, qui permet d'augmenter les productions, mais également, là où nous avons un parc ostro-école, mais également dans le cadre des paniers, un panier sélectif qui permet de trier le coquillage, les coques qu'on récoltait et qu'on permet d'ensemencer pour permettre aux jeunes coquillages de grandir. Donc là, on a un triage. Après triage, nous avons vraiment une bonne sélection. Et le troisième aspect, c'est le renforcement des capacités. Nous renforçons également les capacités des populations à pouvoir continuer ces actions. Mais en 2021, donc le projet est terminé au 31 décembre 2021 et nous avons évalué nos actions et ces évaluations ont donné comme quoi nos actions ont bénéficié à 6 000 personnes, dont les 95% sont les femmes, mais également les bénéficiaires, 55% des bénéficiaires ont fait état d'une amélioration de leurs revenus. Par rapport au foyer amélioré pour l'économie de l'énergie, du bois énergie, nous avons distribué 1420 foyers à 1192 ménages, réalisé 82 hectares de mangroves, 25,5 hectares de bois de village, 27,7 hectares de mise en défense et 148 parcs ostro-écoles. Enfin, nous avons pu mettre en place 33,5 hectares d'ensemencement et intégrer dans l'école des programmes d'éducation au développement qui, à travers des fiches pédagogiques, nous avons pu élaborer et mettre en œuvre 14 fiches pédagogiques avec les écoles. C'est en gros ce que nous avons pu faire dans le cadre de ce projet qui est terminé au 31 décembre 2021. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous, Chérif. J'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est finalement un parc ostréicole et comment est-ce que ça contribue à la conservation de l'écosystème dans lequel vous travaillez? Le parc ostréicole, c'est un dispositif qui permet de mettre en place des guirlandes. Les guirlandes, c'est des... parce que ceux qui exploitaient les huîtres coupaient les racines. En coupant les racines, c'est une mauvaise pratique parce que si vous coupez les racines, vous allez vous détruisez ainsi l'arbre parce que la racine permet à l'arbre de se fixer, non seulement de se fixer, mais également de se nourrir. Donc, sur les racines, il y a les huîtres, les femmes coupées, mais nous avons introduit un autre système qui permet de mettre un dispositif avec des guirlandes, comme vous le voyez dans cette image. Vous avez des perches posées, ensuite vous avez des guirlandes. Sur des ficelles, on met des coquilles, et ces coquilles étant immergées sur une ficelle, vous avez une dizaine de coquilles immergées dans l'eau, les huîtres viennent se fixer, se développer. Donc, ce qui fait que sur une petite superficie, on peut avoir beaucoup d'huîtres et beaucoup de guirlandes qui permettent d'augmenter la production. Merci beaucoup. Et puis, j'ai encore une seconde question parce que je ne vois pas deux questions posées dans le chat. Ma seconde question, c'est finalement, quel est votre rôle dans l'organisation à Pile et le projet qui est soutenu par les pairs? Et puis, quel futur est-ce que vous voyez pour cette organisation? Donc, nous, notre rôle, c'est d'abord un rôle de conseiller pour la population
un rôle de nous sensibilisons la population pour l'adoption de pratiques durables de gestion, pour la gestion durable de ces écosystèmes. Et ensuite, nous avons élaboré des outils qui permettent cela. Maintenant, par rapport à l'avenir, pour nous, il y a beaucoup d'espoir dans la mesure où nous avons pu faire changer de comportement à la population qui auparavant coupait les racines pour exploiter les huîtres. Cette population qui ramassait tout ce qui est coquillage, qui allait transformer, même si les petits coquillages n'ont aucune valeur économique ni nutritionnelle. Elles ont changé, elles ont accepté de changer, mais également elles ont adopté d'autres comportements. Et aujourd'hui, en période de reboisement, la population s'adonne à cette activité sans pour autant attendre beaucoup de nous, puisqu'elle a vu l'intérêt que ces espèces protègent encore leur habitat et elles s'adonnent à ça. Donc, je pense que pour nous, nous avons déjà pu inculquer des changements de comportement, mais également, nous avons espoir comme quoi nos actions étant très bénéfiques, ont porté les résultats qu'il fallait pour l'instant et que nous acheminons vers dans d'autres sujets puisque nous développons des filières. Et dans la filière, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la transformation et que la commercialisation qui va suivre, qu'il y a espoir quand même que nous pouvons mettre en place des systèmes qui permettront à ces bonnes dames, surtout, de mieux valoriser leur production. Alors, merci beaucoup, Chérif. J'aimerais tous vous encourager à poser des questions dans le chat si vous pouvez, parce que comme ça, on a une discussion qui est vraiment vivante. Et donc, j'aimerais beaucoup que la troisième intervenante vienne nous présenter son travail. Donc, je vais laisser la parole à Yvonne, qui pourra ensuite faire sa présentation. Voilà, vous voyez bien mon écran? Ouais. Ok. Eh ben, bonjour à tout le monde. Donc, je voulais vous parler des enjeux de la justice climatique finalement en Suisse, puisque l'Alliance climatique concentre son action sur la Suisse. D'abord, brièvement, vous dire qui nous sommes. Donc, l'Alliance climatique suisse est une association avec 130 organisations membres actuellement, des membres qui sont actifs dans le climat ou qui sont intéressés par les enjeux du climat. Vous voyez ici un ensemble des différents logos. Notre mission est de défendre une politique climatique ambitieuse, équitable et durable pour la Suisse. Donc, équitable, on rejoint le concept de justice climatique, effectivement. Et donc, l'Alliance climatique a été créée en 2004 et depuis 2019, nous avons un statut d'association. Donc, qu'est-ce qu'on fait plus concrètement? J'ai choisi quelques projets pour vous en parler. Donc, la première concerne les caisses de pension. Donc, ici, c'est vraiment un rating des caisses de pension qu'on fait depuis plusieurs années et qui consiste finalement à attribuer une note aux différentes caisses de pension en fonction de à quel point leurs fonds sont utilisés de manière respectueuse ou non du climat. Vous voyez ici deux exemples de fonds, l'un de Nestlé, l'autre de Nest, sauf pour ceux qui sont daltoniens, et on voit bien que Nestlé est a priori moins bon que celui de Nest. Mais là, derrière, il y a toute une évaluation des différents titres que possède la caisse de pension. Le but, c'est à la fois de pousser les caisses de pension à devenir plus climato-compatibles, mais aussi de permettre aux assurés de ces caisses de pension de s'exprimer envers ces gens-là. L'Alliance climatique est active non seulement sur les caisses de pension, mais sur d'autres
domaines liés à la finance aussi, notamment la BNS et plus globalement toute la place financière. Ce n'est pas seulement l'Alliance climatique, c'est bien entendu également les membres de l'Alliance climatique et d'autres acteurs dans l'écosystème climat, notamment Break Free, Extinction Rebellion, la grève du climat. Pourquoi est-ce que tout le monde se préoccupe de la place financière? C'est tout simplement parce que nous avons une grosse place financière. On gère en Suisse 800 milliards de francs suisses. On estime que l'impact de cette place financière est équivalent à 20 fois les émissions de la Suisse et ça représente 2% des émissions mondiales. Donc, quelque part, si tout cet argent est utilisé de manière utile, eh bien, on aura gagné. Malheureusement, ce n'est encore pas le cas. Il y a le rapport BankTrack 2022 qui fait un palmarès négatif des banques mondiales qui est sorti il y a quelques jours. Et donc, on lit que Crédit Suisse est la 19e pire banque mondiale et UBS la 34e pire banque mondiale. Donc, c'est un classement en fonction des montants investis dans les énergies fossiles. Donc, visiblement, nos banques et d'autres ont encore du chemin à faire, en fait. Donc, toute une activité autour de cette place financière. Sujet tout différent, c'est l'agriculture. Nous avons un groupe de travail constitué de plusieurs différents membres de l'Alliance climatique qui sont actifs dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce qu'effectivement, d'abord, c'est 14% des émissions de Suisse, mais il faut y ajouter aussi toute une partie d'énergie grise importée avec la nourriture importée, le fourrage importé. Et c'est également un domaine qui n'est pas très bien traité, dans le sens qu'il n'y a rien dans la loi CO2 sur l'agriculture. La stratégie agricole, je crois, n'est pas sortie finalement, donc il y a peu de mesures. En fait, personne ne sait vraiment comment aborder ce domaine. En plus, c'est un besoin primaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de manger. Contrairement à l'aviation, vous pouvez décider de voler moins. L'agriculture, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Oui, on peut manger moins de viande, mais il reste encore certaines problématiques. C'est aussi un domaine où il y a des puits de carbone intéressants selon la manière dont on gère les sols. Donc, bref, beaucoup de questions liées à l'agriculture et c'est pour ça que cette année, on a lancé ce prix climat. Prix climat qui consiste à proposer aux exploitations agricoles respectueuses du climat de se porter candidature pour ce prix climat qui a donc été attribué cette année à Slow Grow. Vous pouvez aller voir sur le site web dont je n'ai pas mis le lien là, mais vous le trouvez sur Google et voir ce qu'ils font. Donc, autre activité, autre projet encore, il arrive qu'on organise des manifestations. En 2019, nous avons organisé avec d'autres, bien sûr, la manifestation. Nous étions plus de 100 000 sur la place fédérale et on va vraisemblablement organiser l'année prochaine de nouveau une manifestation nationale. Et puis finalement, nous avons des activités plus studieuses, comme je dirais, c'est-à-dire que nous faisons des études et des prises de position sur des questions de politique suisse. Et en 2016, nous avons établi ce qu'on a appelé le Master Plan Climat, qui est un recueil de mesures politiques possibles, parce qu'on estime que la solution du réchauffement, c'est bien entendu pas seulement à l'échelle individuelle, mais aussi politique. Donc, c'est un recueil de mesures politiques possibles et on préconise de viser une diminution de 60% des émissions d'ici 2030, ceci par rapport à 1990, et d'arriver à zéro net avant 2040. Et donc, dans le rapport, on propose aussi une manière d'y arriver, évidemment. Et puis, on tient compte aussi, même si ce n'est pas en Suisse, des impacts indirects. Donc, j'ai déjà parlé de la place financière. Il ne faut pas aussi tenir compte de l'aviation et de l'énergie grise, bien sûr. Donc, malheureusement, ça, c'est la théorie, mais la politique actuelle climatique suisse ressemble à ceci. Ça ne va pas bien vite, ça ne va pas vite du tout. On est plutôt dans une situation de blocage actuellement, en fait, en tout cas au niveau fédéral. On a parfois un petit peu plus d'optimisme du côté des cantons, mais on voit que le sujet est difficile.
Je pense que vous savez tous que la loi CO2 a été refusée en juin l'année passée. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette loi CO2? L'objectif était de réduire les émissions de 50%. Jusque-là, ça sonne pas mal. Sauf qu'il faut savoir qu'en fait, la proposition était de réduire de 3 quarts en Suisse et 1 quart à l'étranger. Ce qui arrive, finalement, si vous faites un petit calcul mathématique, vous verrez que ça représente 37,5% de diminution des émissions en Suisse. Donc, on est quand même loin des 60% que préconise l'Alliance climatique et qui correspondent quelque part à ce que nous demande de faire la science pour respecter ces fameux 1,5 degrés. Et en plus de ça, on a refusé la loi. Donc, non seulement on ne va pas assez loin, et en plus, on n'a même pas décidé de le faire. Donc, c'est assez problématique de mon escargot. Je voulais parler aussi de ces histoires de compensation, parce que pour moi, il y a quand même un lien ici avec la justice climatique. Vous avez ici un article de 20 minutes qui date de mars 2020. Il y en a qui préparaient déjà la loi CO2 à cette époque. Donc, c'est un article sponsorisé, en fait. Et sponsorisé par qui? Par SOCAR, qui est la société pétrolière de Azerbaïdjan. Donc, la société pétrolière de l'Azerbaïdjan fait de la publicité en Suisse. Et pour nous dire quoi? Pour nous dire que, alors c'est quand même assez cocasse, il est toutefois impossible dans une société moderne comme le nôtre de renoncer à nos déplacements. Boum. Donc, c'est pas possible de changer, il faut aller continuer comme ça. Heureusement, nous pouvons compenser nos émissions et là, évidemment, eh bien, nous allons les compenser où? À un autre endroit de la planète. Et c'est là qu'on arrive dans ces questions de justice climatique, parce que non seulement les pays riches, comme on a vu avant, sont responsables de la grande majorité des émissions, donc du réchauffement, mais en plus de ça, plutôt que de les diminuer maintenant, eh ben, on propose de continuer à les produire et de les compenser ailleurs. C'est quand même relativement problématique. Tout ceci encouragé par une société pétrolière. Ce n'est pas Exxon, mais enfin, on est un petit peu dans la même ligue. Et puis, on retrouve la même chose quand on parle des puits de carbone. Donc, les puits de carbone devraient nous permettre de compenser une partie des émissions. Eh bien, en fait, la Confédération estime le potentiel des puits de carbone à 6 millions de tonnes de CO2 par année en Suisse. Et tout de suite, on nous dit que si jamais ça ne suffit pas, on fera à l'étranger. Et pourquoi? Parce que l'acceptation de ces technologies par la société suisse n'est pas encore acquise. Donc, c'est quand même fort. C'est juste parce qu'on ne veut pas, en fait, finalement. Alors, c'est peut-être pas que ça, mais finalement, en fait, on retrouve la même chose si on regarde l'initiative des glaciers. L'initiative des glaciers qui demande zéro net en 2050, eh bien, a été refusée par le Conseil national. Pourquoi? Parce qu'elle contient une interdiction générale des combustibles et carburants fossiles et que finalement, on n'est pas sûr si on peut vraiment les arrêter, ces énergies fossiles. Donc, l'idée, c'est de continuer à utiliser une certaine quantité d'énergie fossile et puis, parfois, de compenser à l'étranger si jamais on n'avait pas tout compensé en Suisse. Alors, assez clairement, il y a quand même un hic, parce que la cible, elle est très claire, c'est zéro net au niveau mondial. Ce n'est pas un petit peu plus en Suisse, et puis ailleurs, on va en faire encore moins. En plus de ça, on parle ensuite d'émissions négatives, donc il s'agit vraiment de diminuer autant que possible. Et quelque part, de compter sur l'étranger, je dirais que c'est un peu un mythe. Donc le mythe, c'est on peut payer pour maintenir notre mode de vie. Et en fait, la réalité, c'est que zéro émission nette va demander des changements importants, très importants au niveau société, au niveau économie, au niveau mode de vie. On va avoir besoin d'efficacité, sûrement qu'il y a des technologies qui pourront aider, mais on aura aussi besoin de sobriété, de manger moins de viande, de voler moins en avion, etc., etc. Et ces éléments-là, je pense qu'il faut regarder la réalité en face et savoir qu'on en a besoin. Donc, par rapport à ce qu'on demande en Suisse, eh bien, on rejoint le thème de la justice climatique. Il s'agit d'abord de diminuer nos émissions directement en Suisse et non pas de compter sur des pays moins riches que nous pour les diminuer. Il s'agit ensuite de contribuer au Green Climate Fund. Le Green Climate Fund, c'est le fonds mis en place par le traité de Paris et qui doit permettre aux pays en voie de développement
d'avoir les moyens pour leur politique climatique. La part équitable, selon Alliance Sud, serait estimée à 1 milliard de francs suisses par année. Actuellement, on est plutôt autour des 300-400 millions de francs par année. Et donc, clairement, là aussi, on est en dessous de ce qu'on devrait faire. Et puis, se pose de plus en plus la question des pertes et dommages, à savoir qui va payer pour les dommages qu'il y a, on a vu dans la présentation précédente, qui va payer pour ces dommages, qui va payer pour qu'on répare un temps soit peu les dégâts, quoi. Donc voilà, pour nous, clairement, pour l'Alliance climatique, les pays riches qui sont responsables du réchauffement doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter au maximum les effets. Et puis, je reviens, voilà, on a déjà parlé des 10% les plus riches, mais assez clairement, il y a une question éthique là derrière qui fait qu'on a vraiment cette responsabilité maintenant de nous regarder en face sur le miroir et de faire ce qu'on a besoin de faire en Suisse pour diminuer nos émissions. Donc, pour ça, ça ne va pas se faire seulement au niveau politique. Il va falloir aussi une mobilisation certainement de la société civile pour le climat. Et donc, c'est à ça que travaille l'Alliance climatique et sûrement beaucoup d'entre nous. Voilà. Alors, merci beaucoup Yvonne pour cette présentation qui était très complète. Je vois qu'il y a eu une question sur le chat, mais qui concerne justement la compensation, et je pense que cette question a été répondue de manière très claire à la fin de votre présentation. Donc moi, j'ai une autre question, et puis cette question, c'est en termes de priorité, quelle est votre opinion? C'est-à-dire que pour un pays, pour la Suisse, si vous deviez classer toutes les mesures nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en 2040, quelle mesure est-ce que vous considériez comme la plus urgente ou celle qu'on doit vraiment mettre tout en haut de notre liste? Vous parlez des émissions internes suisses ou en général? En général. Bon, c'est pas facile parce qu'il y en a plusieurs qui sont importantes. Clairement, la partie financière est importante, mais je ne pense pas qu'on peut se contenter de la partie financière. Je pense qu'on doit surtout réfléchir au transport. Parce que sur les bâtiments, on sait quoi faire, on sait qu'on doit rénover les bâtiments, on sait qu'on doit peut-être chauffer moins, on sait qu'on doit passer au renouvelable. Sur les transports, il y a toute une question de mode de fonctionnement. Et il y aura une tendance, selon on regarde, à dire c'est facile, on va remplacer chaque voiture par une voiture électrique. Mais malheureusement, pour des questions de quantité d'énergie et d'énergie grise aussi, ça ne va pas être la panacée non plus. Donc, il va falloir réfléchir à comment on voyage, à comment on passe des vacances, à comment on se déplace au travail, à quelle est la distance de chez moi à mon travail, etc. etc. Et je pense que ces questions ne sont pas faciles au niveau société. Et c'est probablement ces questions-là qui ont causé aussi ces problèmes sur la loi CO2. Malgré le petit médiocre 5 à 20 centimes prélevés sur l'essence, ça a créé un aspect psychologique très fort. On a l'impression qu'on enlève la liberté aux gens, en fait. On doit reconstruire une histoire où ce n'est pas parce que j'ai une voiture que je suis important, puissant et libre. Je peux être libre sur mon vélo, de mon train. Alors, merci beaucoup, Yvonne. Et puis, merci surtout à tous les intervenants pour leur présentation. Et puis, maintenant, j'aimerais vraiment ouvrir la parole. Enfin, j'aimerais que vous puissiez vous exprimer, le public. Et puis, ma question pour vous, c'est, premièrement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qui vous a... ou qui vous a le plus surpris durant ces présentations. Si vous préférez l'écrire dans le chat, vous pouvez également, mais on aimerait beaucoup vous entendre également aussi. Alors, j'aimerais laisser la parole à Eva. Oui, est-ce que vous m'entendez? Super. Déjà, je remercie tous les participants, mais aussi l'audience, parce que c'est important justement qu'on s'informe et qu'on agisse par rapport à ce qui se passe. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'évidence un peu de la catastrophe qu'on a eue en tout début de présentation avec
quelles seront les conséquences à 1,5 degré, ensuite à 2, et ensuite la réalité vers laquelle on se dirige, c'est-à-dire 3. Et puis aussi, cela qui contraste avec le désir d'agir des autres participants, pas seulement le désir, mais l'action qu'ils incarnent. Et puis, cette conviction, en fait, qu'on peut changer les choses à son échelle. Donc, ça, c'est des points qui m'ont marqué. Et j'en profite, ça fait un peu, ça fait un petit peu coup de pub, mais je pense que c'est totalement dans le sujet. Et souvent, quand j'entends des choses comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce qu'on a dit? Parce que moi, je ne peux pas aider les mondes gros ou ce genre de choses. Et j'ai fait à ma manière ce qui me semblait pertinent, c'est-à-dire que j'ai monté avec d'autres étudiants ce qu'on appelait l'Assemblée de la jeunesse. Et c'est du 20 au 22 avril, c'est 3 jours où on va se poser la question de comment est-ce qu'on peut agir en tant que jeune de 15 à 30 ans, quelles solutions on peut créer justement pour vivre dans un monde durable. Et on va incarner tout ça dans une charte qu'on appelle la charte de la jeunesse, qu'on va essayer de porter aux institutions, aux ONG, aussi aux citoyens. C'est soutenu par l'ONU, par l'Université de Genève, par la Fondation Kofi Annan. Et c'est vraiment parti de 4 étudiants. Donc, pour toutes les personnes qui sont entre 15 et 30 ans, ils peuvent encore s'inscrire. Je vais juste marquer mon email si vous voulez en savoir plus. Et pour les personnes qui ne sont pas dans cette tranche d'âge, il y a aussi la possibilité de nous suivre, soit à la conférence à l'ONU, etc. Et ben, j'encourage vraiment tout le monde à agir parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer un peu la société et puis se diriger vers quelque chose de plus vert et en fait de vivable, tout simplement. Merci beaucoup, Eva. Et puis, je viens de voir une question qui vient d'être posée sur le chat. Je pense que celle-ci, elle s'adresse plus à Yvonne. Et elle dit « La Suisse ne produit pas de voitures. Ne peut-on pas taxer très fort les grosses voitures 4x4 qui nous agressent et polluent ?» Alors, c'est une question politique. Il y a effectivement... Et d'abord, c'est au canton qui décide les montants des taxes pour les plaques, en fait, mais ça reste des petites taxes. Le problème, c'est qu'on a vu que rien qu'en mettant 20 centimes sur l'essence, ça a conduit au refus de la loi CO2, qui contenait quand même 3 autres choses intéressantes, comme l'interdiction des chauffages à énergie fossile. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas une majorité pour taxer très fort les 4x4 qui nous agressent et nous polluent. Donc, il nous faut construire cette majorité. Il nous faut construire une autre vision de notre société. Et il falloir que chacun d'entre nous convainque 10 personnes que c'est une bonne idée avant que ça passe en votation populaire. Hein. Merci beaucoup, Yvonne. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pétrement. Je ne suis pas sûre que ce soit son vrai nom, mais j'aimerais bien lui laisser la parole. Oui, Marie-Claire Pétrement. Je vous remercie pour les présentations. Je partage tout à fait l'idée que les transports, c'est un domaine extrêmement important à travailler, dans lequel il faut beaucoup de changements. Maintenant, ma question, c'est par rapport, ce qui m'a frappé, c'est un peu la manière dont vous parlez de l'agriculture et la nécessité de manger moins de viande. Je trouve que vous parlez de manière un peu unilatérale parce que il faut quand même tenir compte en Suisse de l'agriculture de montagne. Il faut différencier les possibilités de cultiver des céréales. Il y a quand même l'élevage de montagne qui permet de valoriser de l'herbe. Et à certaines altitudes, on ne peut pas cultiver autre chose il n'y a rien qui pousse d'autre que de l'herbe, où il y a trop peu de terre végétale, donc on ne peut pas cultiver des céréales. Et puis là, il faut quand même penser aussi que c'est quand même des revenus de produire de la viande. Et puis des fois, j'aimerais quand même vous entendre aussi parler de cette différence de production de viande et puis de soutenir un peu les agriculteurs de montagne. J'aimerais vous entendre à ce sujet. Alors, merci beaucoup, alors Marie-Claire. Et je ne sais pas s'il y a une personne présente dans les intervenants qui aimerait répondre à ça, à la production différenciée de viande. Moi, je ne suis pas une spécialiste sur les questions de viande, peut-être que Julia pourra compléter. Mais de toute façon, il y a déjà 2-3 choses qu'il faut savoir. Un, c'est qu'on importe la viande et qu'on importe également des fourrages. Donc, si déjà la viande qu'on produisait était uniquement effectivement de la viande qui broute sur la viande des vaches qui broute sur les pâturages suisses,
il y en aurait de toute façon beaucoup moins. Après, il y a quand même autre chose qu'on peut faire de ces pâturages, je crois qu'il faut quand même le savoir, c'est qu'on peut y mettre des forêts. On peut laisser pousser les forêts, et les forêts, c'est des puits de carbone. Donc c'est pas la seule chose qui puisse se faire avec les forêts. Maintenant, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas si on n'a plus que quelques vaches indigènes, est-ce qu'on a diminué notre consommation de viande de 75% et ça joue. Oui, alors justement, donc là, il y a une question à propos de l'agriculture justement traditionnelle. Et l'agriculture traditionnelle, d'après moi, n'est pas touchée par ces considérations qui touchent beaucoup l'agriculture industrielle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Suisse a beaucoup d'agriculture industrielle. Donc, on importe de la viande, mais on a aussi des grandes usines, par exemple, du porc, le lait. Ce n'est pas que des vaches qui sont en montagne. Donc, si on se base uniquement sur ce que peuvent soutenir les alpages, justement au-dessus de la limite des arbres, où là, en effet, aucune forêt ne pousse, une quantité, ce type d'agriculture, personne ne veut y toucher, sera préservé, mais comparé à la consommation de viande et de produits laitiers qu'on a actuellement en Suisse, c'est infime. Et c'est pareil pour le poisson. Hein. Le poisson qu'on consomme, tout le monde veut bien penser que le poisson, ça vient du lac, mais la pêche, c'est quelque chose de vraiment non durable. Donc, si les Suisses mangeaient uniquement le poisson qui est produit en Suisse, ce serait peut-être de l'ordre d'un tout petit pourcentage de ce qui est mangé actuellement. Donc, on est vraiment en train de parler de transformer la façon de produire et de manger, mais qui peut préserver l'agriculture et la pêche traditionnelle. C'est juste que ça ne va pas ressembler à quoi ça ressemble actuellement au niveau de la consommation. Merci beaucoup, Julia. Et en fait, j'ai encore une dernière question pour vous. Et ma question, c'est en fait, qu'est-ce que vous pensez que le processus énergétique doit être? Comment est-ce que la démarche de la transition énergétique doit commencer? Sur quoi est-ce qu'on devrait miser en premier? Pardon. Est-ce que c'était une question pour moi ou pour qui aimerait y répondre? Allez-y. Alors, moi, je pense qu'on est très alignés là-dessus. La transition énergétique, je pense que ce serait tout bénéfice pour la Suisse d'adopter les mêmes préceptes que l'association Négawatt en France, c'est-à-dire qu'on parle de sobriété, efficacité et renouvelable. Donc, on a vraiment une approche à trois angles qui nous permet de diminuer la demande énergétique, de le faire d'une manière efficace et de produire avec des renouvelables pour que ce soit à bas carbone. Donc, ceci dans chaque secteur. Donc, on a vu, par exemple, dans votre présentation que finalement, la situation, elle est assez difficile. Et donc, moi, je me demandais également quel pourrait, je sais que ce n'est pas idéal, mais quel pourrait être le rôle du nucléaire dans le contexte dans lequel on est. Yvonne, je ne sais pas si vous voulez… je crois que je pense qu'il faut être clair qu'on a besoin de réduire drastiquement et rapidement les émissions. On parle de moins 60% d'ici 2030. Même si on estime qu'une centrale nucléaire était une bonne solution, ce qui n'est pas le cas, il faut plus que 5 ans pour construire une centrale nucléaire. Ce n'est pas ça qui va nous sauver et on va remplacer un problème par un autre parce qu'on va se retrouver avec des déchets qui durent des dizaines de milliers d'années dont on ne sait pas quoi faire. Donc, les renouvelables restent certainement la solution la moins chère, la plus rapidement mise en place et la plus sûre aussi. Et en plus, on a vu qu'avec ce qui se passe actuellement, que l'uranium, il n'est pas produit en Suisse non plus. Donc, les énergies renouvelables étant produites en Suisse, c'est clairement, il n'y a pas de raison de miser sur autre chose que ça. On a de la chance parce qu'il y a de plus en plus de technologies qui viennent avec la géothermie, etc. Voilà, c'est plus une question de moyens pour les mettre en œuvre qu'autre chose pour moi. On doit se décider à investir massivement dans certaines choses
dans certains domaines si on veut y arriver. Alors, merci beaucoup pour cette réponse, Yvonne. Et puis, finalement, j'aimerais poser une question, j'aimerais vous poser la question à Chérif, une question qui a été posée sur le chat de la part de Benoît Lecomte. Quelles sont les actions communes pour plus de justice climatique entre combattants du climat d'ici et du Sénégal? Chérif, il faut que vous activiez votre micro. Voilà. Je pense que pour les actions communes, pour la justice climatique, il faudrait d'abord que l'on puisse identifier ce que nous avons de commun, puisque en fait, dans les pays du Nord, particulièrement au Sénégal, nous avons tous ces problèmes que j'ai évoqués tantôt. Également, nous avons élaboré des solutions, notamment dans le cadre de l'agriculture, des solutions qui permettent un peu d'atténuer, puisque aujourd'hui, l'accent est mis au Sénégal sur l'agroforesterie, sur les questions d'économie d'énergie, mais également sur la transition vers d'autres, les énergies propres, notamment l'énergie solaire. Bien vrai que nous avons d'autres alternatives, mais donc, pour que nous puissions aller ensemble, il faudrait d'abord qu'on essaie de voir ensemble ces actions communes. Ces actions communes, c'est quoi? Déjà, les responsables sont identifiés. Nous savons que la source de nos problèmes, c'est des pays industrialisés. Il faudrait aussi que l'on puisse adopter ensemble des solutions. Donc, c'est les échanges, c'est l'accompagnement dans la transition, parce que les pays du Nord, comme le Sénégal, veulent aller vers cette transition. Il faudrait qu'il y ait un accompagnement. Il faudrait que cet accompagnement-là soit effectif pour que nous puissions aller vers cette transition-là. Donc, c'est des actions que nous pouvons mener ensemble, que nous pouvons être accompagnés pour faciliter cette transition. Mais également, il y a des solutions pour d'autres conséquences que nous subissons également, notamment dans le cadre de la montée des eaux au niveau des côtes. Il faudrait également que ces actions soient perçues comme étant des actions très néfastes aujourd'hui, parce que le cas que j'ai montré également, c'est un cas très sérieux et que nos côtes sont vraiment menacées et qu'il faut à ce niveau-là également un accompagnement. Je pense que c'est la réponse que je peux donner pour ces actions-là. Merci beaucoup, Chérif. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à ma collègue Sophia pour justement qu'elle fasse un peu la clôture et qu'on ait une dernière partie de discussion avant la fin de la conférence. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup à vous trois, Chérif, Yvonne et Julia, pour vos superbes présentations. Avant de clôturer, je voudrais être sûre que tout le monde a pu avoir son moment de questions-réponses. Tout le monde a pu avoir les réponses à ces questions, du moins. Je crois que oui. Alors peut-être avant de terminer, j'aurais moi une dernière question pour Chérif, Yvonne et Julia. Si vous avez peut-être un mot d'espoir voilà, pour la fin. C'est vrai qu'il y a beaucoup on en prend beaucoup. Quelle est votre vision d'espoir pour le futur? Moi, je vais le dire franchement, parce que ça m'énerve tellement qu'on nous demande tout le temps d'avoir d'espoir. Il faut de l'action et puis il faut que tout le monde s'y mette. On est dans une situation très urgente. C'est vraiment très, très grave. Et puis, moi, j'ai zéro espoir. Mais en théorie, c'est possible. On pourrait tout à fait y arriver. Mais il y a un manque de communication, un manque de réalisation de ce qui se passe. Et la désinformation et
les pouvoirs financiers, politiques et industriels qui nous entourent sont vraiment très, très forts et on ne se donne pas les moyens de les combattre, moi, je trouve. Donc, moi, je trouve qu'on est vraiment très passif par rapport à ça. C'est pour ça que je fais partie des groupes comme Extinction Rebellion et autres, que je suis poursuivie par l'UPS et autres instances, etc. Mais il faut qu'on y mette du nôtre parce qu'autrement, ça va pas se passer tout seul. Ce n'est pas parce qu'on se donne bon ton, bonne conscience qu'on va y arriver. C'est uniquement si on est efficace et sérieux et qu'on est prêt à prendre des risques. Donc, voilà. Ce n'est peut-être pas ce que les gens veulent entendre. Merci. Julia. Yvonne? Alors, je partage un peu le constat qu'on est en train de foncer dans le mur et puis qu'on ne s'en rend même pas compte. Je pense quand même qu'il y a un foisonnement d'idées, de discussions qui est assez phénoménal et qu'il n'y avait pas il y a 5 ans, il y a 5-6 ans. Si on parlait du climat, on était un petit peu quelqu'un d'un petit peu fou, quoi. Un petit peu un fou rêveur. Donc ça a quand même changé. Il y a un vrai... La plupart des gens savent qu'il y a quelque chose à faire. Le problème, c'est qu'on parle beaucoup et qu'on ne fait pas. Et il faut qu'on concrétise, effectivement. Oui, alors ça, c'est sûr. Maintenant, le mot du jour, c'est vraiment l'action. Chérif, est-ce que vous voulez rajouter Non, je voulais dire que pour moi, dans le futur, l'espoir est permis au cas où que les pays les pays industrialisés acceptent que vraiment, comme je le dis tantôt, ils sont vraiment les présumés coupables qui devaient accompagner les autres dans leur transition. Donc, ils acceptent de réduire leur consommation et accepter également d'accompagner la transition dans les pays du Sud. Je pense que ça, l'espoir serait permis en ce moment. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous pour vos apports, vos éclaircissements, ces débats, ces réponses à nos questions. Je vous note aussi dans le chat là pour approfondir, si vous souhaitez aller plus loin, nos 2 sites internet de nos organisations, Voir Réagir et aussi justiceclimatique.ch. Sur ce site, donc vous avez la sorte de pétition que Natacha nous a présentée au tout début de cette conférence, qui est pour les cartes postales où on adresse justement ce message à Madame Sommaruga pour essayer de faire bouger les choses du moins et qu'elle agisse par rapport à cette loi sur le CO2 pour qu'on puisse atteindre les objectifs du net zéro carbone. Voilà. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Pardon. Un grand merci encore à Yvonne, Julia et Chérif et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Je vous laisse aussi. Merci pour l'organisation. Merci beaucoup Yvonne pour votre participation. Vraiment un grand merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée.